One Piece c'est pour les gamins, One Piece c'est enfantin, One Piece ça manque de sérieux. C'est des reproches que t'entends souvent. Reproches qui sont superficiels, mais qui ont un fond de vérité dans le sens où, contrairement au seinen qui vise les adultes, One Piece est un shonen qui vise du coup les adolescents. Mais, et si c'était un seinen d'horreur? Et si c'était un seinen d'horreur avec pour thème le deuil? Ce film est ce qui s'en rapproche le plus. Bienvenue sur cette chaîne où je parle d'anime et de manga, en essayant d'analyser ou d'apprendre des trucs, tout ça pour justifier ma consommation excessive. Aujourd'hui on va parler du 6ème film One Piece, et essayer de voir qu'est-ce que ce changement de ton apporte à One Piece, et si ça dénature pas trop l'œuvre. Pourquoi j'en parle alors que c'est sorti il y a quasiment 20 ans? Eh bah je vais pas mentir, c'est essentiellement parce que j'ai vu des extraits stylés sur Twitter, et j'ai trouvé ça très terrifiant pour du One Piece. Ça fait pas partie de l'histoire originale, donc tout ce que tu vas voir dans ce film compte pas. Juste si t'es vraiment au début de One Piece, il y a peut-être des membres de l'équipage qui vont rien te dire du tout. Si ça peut t'aider, ça se déroule entre Water 7 et le Davy Backfight, c'est-à-dire aux alentours des épisodes 200-220. Ou si t'es plutôt du genre lecteur, c'est entre le tome 33 et 34. Petite présentation rapide de One Piece, au cas où tu serais passé à côté ces 20 dernières années. One Piece est un manga, du coup, sorti en 1997 par Eiichiro Oda, et l'anime est sorti en 99, et c'est animé par la Toei. Pour l'histoire, Luffy, un joyeux garçon, veut devenir le roi des pirates, et pour ça, il doit trouver le One Piece. Petit conseil entre nous, si t'as vraiment pas commencé, c'est le temps de commencer avant qu'on sache c'est quoi le One Piece, et que tu te fasses spoiler le plus grand mystère du 21e siècle. Le film dont on va parler aujourd'hui, Le Baron Matsuri et l'île secrète, est sorti en 2005, et pareil, c'est animé par le studio Toei. Et tu sens que One Piece était relativement jeune, dans le sens où tu vas sentir une petite dose d'expérimentation dans le scénario et dans la direction artistique. Pour l'histoire, en gros, Luffy et son équipage vont trouver dans une bouteille à la mer, littéralement, une invitation pour une île spécialisée dans les soirées. Et au fur et à mesure du film, et des indices laissés un peu partout, tu vas comprendre qu'il se passe quelque chose d'un peu suspect sur cette île. Pour analyser le film, je vais devoir en parler, et du coup je vais devoir un petit peu spoil. Du coup, si t'as envie de voir le film, je te laisse aller le voir, c'est disponible sur ADN à l'heure où je parle, et ça dure à peu près 1h30. Dans la première partie du film, tout se passe de jour, et ils arrivent sur l'île où ils sont censés faire la fête, ils sont là pour prendre des vacances. Et la première chose que tu vas voir en regardant le film, c'est ce style un peu minimaliste. Ça pourrait ressembler aux extraits que les gens prennent dans des séquences, genre ils prennent une frame où c'est mal dessiné. Bah là c'est tout le temps comme ça, et même au premier plan. Ce style peut te faire penser un peu au Garçon et la Bête, je sais pas si t'as vu le film d'animation, et bah c'est à raison, parce que c'est le même réalisateur, Mamoru Hosoda. D'ailleurs il a aussi fait Les Enfants Loups Ame et Yuki, le seul film que j'ai réussi à faire regarder à ma petite sœur. Et franchement je te le conseille. Petite anecdote, il a failli être le réalisateur d'un film Ghibli, Le Château Ambulant. Et en fait son style est vraiment tout en contraste, parce que tu vas voir que le décor est assez détaillé, et les personnages eux sont vraiment très simples et sans ombre en fait. Les petits coca comme ça me rappelle la Japan Expo. En plus de ce style très particulier, t'as aussi, il n'hésite pas à prendre des plans de caméra qui sont spécifiques aux films d'horreur, genre cette vue FPS, un peu à la Rec ou Projet Blair Witch. Projet Blair Witch, quelle horreur! Ce film c'est vraiment 1h30 où t'entends juste des cailloux se déplacer dans une forêt, et c'est quand même l'un des films les plus traumatisants que j'ai vu. À part ça, le début du film c'est du pur One Piece. Humour et conneries à foison. C'est parti! Je veux dire, au début, les activités, c'est course en canoë et concours de chasse aux poissons rouges. Pourquoi ils font tout ça? C'est la condition pour accéder aux soirées dans cette île. Autre spécificité de One Piece, c'est vraiment les personnages secondaires. Donc d'un côté, t'as une sorte de famille pirate un peu ridicule, et de l'autre côté, t'as lui. Et je ferai aucune remarque sur la moustache. Mais petit à petit, tu commences à voir des conflits qui sont un peu différents de ce que tu as l'habitude de voir dans One Piece. À un moment, Usopp il lâche une phrase assassine à Nami. Nami qui l'accuse un peu de l'avoir abandonné durant une épreuve. Usopp lui lâche « C'est toi la spécialiste des coups tordus ». Mais en mode 100% sérieux. Et là, Nami vraiment lui lâche une claque froide et sérieuse. Et c'est vraiment pas dans le style où elle met des patates à Luffy et elle le déforme. En parallèle, Robin et Chopper explorent un peu l'île. Et petit à petit, tu vois des indices de... C'est pas exactement ce qu'on croit cette île. Dans le sens, les petits vieux avec qui ils font des défis, ils font des allusions un peu cheloues. Tu commences à voir une ancienne affiche de ceux qui gèrent l'île. Et surtout, les personnages secondaires nous disent de se méfier du baron qui gère l'île et toutes les soirées. Petit à petit, tu vois sur l'île qu'il y a quelque chose en rapport avec les fleurs. Et c'est marrant que ce soit Robin qui gère un peu toute cette partie enquête parce que son fruit est lié à ça. Après les défis de la journée, on arrive au crépuscule, et là les petites chamailleries ressemblent à des vrais conflits internes. Et ça c'est surtout dû à la disparition de Robin et Chopper qui étaient partis explorer l'île. Tu sens que le film switch au moment du coucher de soleil.
Parce que jusqu'à maintenant, dans One Piece, il n'y a jamais eu de vrai conflit dans l'histoire. Ce sont littéralement les premiers vrais conflits dans l'équipage, bien avant Luffy contre Usopp. Luffy contre Usopp, épisode 236, une masterclass. Franchement, j'ai dû regarder, je dois le regarder tous les 6 mois en fait. La gestion de la tension dans cet épisode, franchement, à chaque fois, ça me met les yeux un peu humides. Et en fait, t'as un peu le même style de conflit dans le sens Nami Usopp, dont j'ai parlé un peu avant, là, ils se font carrément la gueule. Au point que Nami a vraiment vécu ça comme une trahison, et elle préfère aller carrément parler avec les ennemis. Pareil pour Sanji Zoro, là t'as un peu plus l'habitude, mais on arrive à un stade où Sanji refuse de nourrir Zoro très sérieusement. Et quand tu sais à quel point la nourriture est précieuse pour Sanji, et qu'il est prêt à nourrir des rats et des sans-abri qui l'ont trahi, à partir de là tu peux te dire que soit on est vraiment sur des disputes importantes, ou soit c'est hors personnage. Moi ça m'a un peu fait ça pour Nami, j'avais l'impression que ça sortait un peu du personnage. Et ce qui ajoute une touche de réalisme, c'est que tu connais Luffy, il a l'habitude de prendre des décisions à la con, et là il prend vraiment un risque pour rien de venir sur cette île alors que ça sentait un peu le piège. Et en fait ça se passe mal, parce que là on a quand même 3 membres de l'équipage qui sont disparus, Chopper, Robin et maintenant Usopp. Et tu vas voir une facette de Luffy que t'as pas l'habitude de voir, il se sent littéralement coupable. Et en fait t'as même Sanji qui va l'accuser, et au fond de lui, Luffy sait que Sanji a raison. Et en fait là t'es vraiment dans un synopsis de film d'horreur, avec ses disparitions petit à petit. Et même si One Piece a toujours eu un petit côté sombre, avec notamment les thèmes qu'il aborde, que ce soit l'esclavage, l'injustice ou tout ce que tu peux voir dans les flashbacks, ça reste dans un esprit shonen. Alors que là, ça change vraiment d'avoir le point de vue d'un film d'horreur. Et en fait, t'as des moments où l'histoire paraît surnaturelle. Et je dis surnaturel pour un monde où les fruits du démon te permettent de te transformer en savon. Après cette phase de crépuscule, où on a vraiment tout l'équipage qui est sur le point d'imploser, on arrive à la nuit, et là ça fait plus aucun doute, le baron a piégé l'ensemble de l'équipage de Luffy, pour des raisons que je te laisse découvrir. Et vraiment, on comprend que tout le film est petit à petit une descente aux enfers, que ce soit visuellement ou dans le scénario. Avec tout un switch avec le coucher de soleil, pour laisser apparaître une lune rouge, et vraiment, t'as une vision d'enfer. Quand je dis une descente aux enfers, c'est visuel. T'as l'impression d'être dans l'éclipse de Berserk. Littéralement. Et en fait, c'est pas un hasard, parce que, petite info que j'ai pas trouvé très souvent sur internet, le scénariste de ce film est juste le créateur de Silent Hill. Après, je suis pas un expert en jeux vidéo d'horreur. J'ai juste saigné Fear sur Xbox 360 à l'époque, et aussi la démo de Dead Space. Ouais, juste la démo. En fait, j'ai vite compris que les jumpscares, c'était pas trop mon truc. Et bah, avec du recul, tu te dis qu'il n'y a pas meilleure personne pour faire un film d'horreur. Et après, avec plus de 20 ans de contenu sur One Piece, tu te dis que t'as vu toutes les phases de Luffy, que ce soit le désespoir, la joie, la stupidité. Là, tu vas avoir une vraie vision d'horreur. Je veux dire, le visage de Luffy, j'ai jamais vu de la terreur à ce point dessus. Et même si je sais que ce film est pas canon, et même si je sais qu'il y a une sorte de plot armor qui les protège, le film m'a vraiment fait croire à la mort. Et dans ce sens, cette notion de perte des proches, ça m'a fait direct un flashback de l'archipel Chabondi, et c'était traumatisant. Et vraiment, ça m'a fait dire, en fait, ce qu'il y a de plus douloureux, c'est de voir un héros perdre ses proches, plus qu'un héros mourir lui-même. Et vraiment, un autre truc qui ajoute du réalisme à ce film, c'est la gestion de la musique. Et quand je dis la gestion de la musique, en fait, c'est la gestion des silences. Quand il va se passer un truc épique, il n'y aura pas de musique épique, il y aura juste la froideur d'un silence. Et je veux dire, c'est un peu comme dans la vraie vie. Même si tu fais des dingueries dans la vraie vie, tu vas pas avoir une OST derrière qui bombarde. Et vraiment, il y a des moments qui sont assez structurants pour le film, où t'as vraiment rien, le vide. Et c'est d'autant plus pesant. Et ça va être l'occasion de parler des personnages secondaires, notamment de Brief, du Musashi, parce qu'il va avoir la même situation initiale que le baron. Lui et le baron ont tous les deux perdu l'ensemble de leur équipage. Et en fait, là, t'arrives à deux choix. Soit tu fais comme le baron, tu restes un peu accroché dans le passé et ça finit pas très bien. Soit tu fais comme Brief, tu décides d'aller de l'avant et tu continues à chercher de nouveaux compagnons pour avancer. Et maintenant qu'il n'y a plus de cachotterie, on peut parler clairement du méchant, qui est très différent. Dans le sens où ça va pas être un fight frontal, mais ça va être tout en manipulation et en création de conflits internes jusqu'au moment où c'est trop tard. Et en fait, c'est vraiment cette révélation de c'est trop tard. T'arrives à un stade où, en fait, Luffy gagne même pas le combat. Et vraiment, comme je l'ai dit plus tôt, ça fait penser aux actes de l'archipel Chabondi, et tu te demandes, est-ce que tu imagines si ce film avait été canon? Parce que là, t'as vraiment un Luffy qui perd ses proches, est-ce qu'il aurait été aussi enclin à prendre des risques dans la suite de l'aventure? À quel point ça aurait changé sa personnalité? Malgré tout, la nuit fait place à l'aube, et on arrive dans une scène où, grâce aux personnages secondaires, Luffy va mettre fin à la nuit grâce à une impact frame qui te rappelle les plus beaux moments de One Piece.
Et après la résolution du film, t'arrives à un dialogue entre le baron et son équipage. Et ce que j'aime bien, c'est que ça minimalise... Putain, c'est dur à dire. Et ce que j'aime bien, c'est que ça minimalise pas le fait de perdre des proches. C'est grave, c'est l'horreur, et ça te démolit. Mais, malgré la douleur et l'horreur qui va avec, ça montre que tu peux quand même te relever. Et c'est un peu toute la métaphore du film avec le jour et la nuit. Et presque rien à voir, mais en ce moment, mon algo YouTube, il me recommande les shorts d'un bouddhiste. Et le hasard fait qu'il a abordé des thèmes qui me font un peu penser à ce film. Dans le sens où il parlait beaucoup de la dualité, genre le fait que dans la vie, pendant 50% du temps, t'as inspiré, 50% t'as expiré. Et il fait une remarque par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au fait que sur Internet et tout ça, tu vois beaucoup le succès, et tu vois rarement l'échec. Ce qui peut te donner un point de vue biaisé. Genre, imagine tu vois un youtubeur à succès, moi j'aime trop aller voir ses premières vidéos. Ça me l'a fait récemment avec Squeezie, genre quand tu vois les dingueries qu'il fait, genre le GP Explorer et tout ça, j'aime trop aller voir ses premières vidéos et me dire putain c'est admirable, regarde d'où il vient. Et je trouve ça vraiment classe de laisser ses premières vidéos. C'est vraiment ma cam, merci d'avoir fait ça. Bon, il y a un but derrière le fait que je te raconte tout ça. C'est parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce que veut raconter le film. Dans le sens où One Piece, la série, ça te montre vraiment la force d'avoir des amis et tout le bien que ça peut t'apporter. Alors que ce film, ça te montre juste la faiblesse de la solitude en fait. Et maintenant c'est à moi de faire le sage, c'est un peu toute cette histoire de yin et yang, cette histoire de cycle. Quand tu perds quelque chose, tu gagnes quelque chose. Le jour existe parce que la nuit existe, et on a besoin de connaître le désespoir pour pouvoir apprécier la valeur d'un sourire sincère.